Qu'est-ce que l'on sait sur le cerveau pendant la transe? Ça, c'est une chose que l'on doit bien comprendre en comparant ça à différents types de pratiques, d'états de conscience modifiés, que ce soit le yoga, que ce soit les pratiques chamaniques, la méditation, y compris les expériences avec les drogues hallucinogènes, les pratiques médiumniques, les communications avec les animaux, la transformation en animal, l'hypnose, la respiration hydrotropique, etc., les sorties du corps. Est-ce que ces choses-là ont quelque chose à voir ou est-ce que ce sont des choses qui sont complètement différentes? En fait, des études de ce type-là existent depuis assez longtemps pour toutes les pratiques dans lesquelles il n'y a pas de mouvement, comme a expliqué Corinne. C'est bien de hurler, de bouger, etc., mais ce n'est pas très pratique pour le EG, pour l'IRM, etc. Donc, on a déjà des réponses pour les cas de figure où on ne bouge pas. Et on constate qu'il y a une activation de l'hémisphère droit du cerveau. Et ça provoque un certain nombre d'expériences qui sont soit des expériences d'autoscopie, on se voit depuis l'extérieur, la dépersonnalisation, la déréalisation, des expériences de sortie du corps, la dissolution du soi par la méditation. Ça, ces choses-là ont déjà été regardées par EEG dès la fin des années 60, début des années 70. L'autre chose qui est caractéristique, c'est quand ces états prennent place, on a l'impression d'une intrusion, de quelque chose qui se passe dans notre corps, mais qui ne dépend pas de nous, c'est pas nous. Donc, cette activation de l'hémisphère droit est perçue, en fait, subjectivement, comme un soi étranger. Et je dois dire que moi-même, quand j'ai commencé à transer, je disais, c'est curieux, ça m'a fait faire ceci, ça m'a fait faire cela, c'est incroyable. Voilà. Mais je ne disais pas que j'ai fait ça. Donc, on trouve des descriptions subjectives qui sont des expériences de présence lorsque l'hémisphère droit est activé, qui sont des impressions, la présence d'entités, de fantômes, d'animaux fantastiques, d'une conscience cosmique élargie, des présences d'esprit, etc. Ça, ce sont des choses qui sont déjà bien décrites. Maintenant, dans ces différents types de transe, on constate de façon générale ce shift de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. Donc il y a une activation de l'hémisphère droit et il y a aussi des inhibitions d'un certain nombre de circuits, notamment entre les deux hémisphères, la voie transcatheuse, et des inhibitions de certaines fonctions de l'hémisphère gauche. Donc, pour mesurer ces différents états de transe, évidemment, on part d'un point de vue qui est un point de vue de neurologie, on regarde le fonctionnement du cerveau. Et dans ce fonctionnement du cerveau, la première chose qui a été mise en œuvre, ça a été les mesures par EEG, qui donnent deux types d'informations. À quelle fréquence un circuit fonctionne, donc dans quelle bande de fréquence, et à quel endroit, dans quelle est la localisation du circuit. Voilà. Et avec ça, on constate un certain nombre de phénomènes qui sont ceux d'une synchronisation entre le lobe antérieur et la partie postérieure, donc deux zones qui sont des zones de grande connectivité qui permettent de faire de l'intégration de circuits qui viennent de différentes parties du cerveau et qui sont en général associés à la conscience. Et on pense, pour l'instant, qu'il y a des bouts de contrôle entre cette partie antérieure et postérieure. Et en tout état de cause, ce qu'on appelle les corrélations subjectives, c'est-à-dire ce que disent les gens dans cet état-là, et ça décrit une moindre vigilance, une créativité accrue et des associations libres. Alors quand on observe des gens qui sont en transe de type chamanique, c'est-à-dire qui sont sans mouvement, mais en lutte avec le tambour, on constate qu'on peut mesurer les zones du cerveau qui sont actives et on peut constater qu'en fait il y a une reconfiguration de la connectivité du cerveau et qu'il y a un découplage perceptuel. Il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas. Donc ça, c'était une première chose
première étude publiée, deuxième étude faite, mais première publiée, c'est que la transe de type chamanique implique une reconfiguration de la connectivité entre les régions du cerveau. Et cette reconfiguration est trans-individuellement cohérente. Elle ne dépend pas de telle ou telle personne. Donc, on ne peut pas écarter ces phénomènes-là uniquement comme des phénomènes de ritualisation, dont le contenu neurologique serait absent. Donc, les premières conclusions de cet article-là est que le chamanisme pourrait exprimer quelque chose de plus fondamental au niveau neurologique, et donc des capacités de l'esprit, des capacités du cerveau qui exprimeraient des capacités de l'esprit qui seraient une caractéristique de l'humanité. Dans la première étude, deuxième publiée, mais celle de Florent Rie avec Corinne, en fait, là, les choses ont été faites avec plusieurs angles d'approche, mais en utilisant l'EEG comme technique essentielle. Quelles sont les informations? Je vous ai dit tout à l'heure, on a une information par fréquence et on a une information par localisation. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai, on fait de l'EEG de deux façons. C'est ce qu'on appelle l'EEG quantitative. Corinne vous en a parlé tout à l'heure. L'EEG quantitative donne beaucoup d'informations sur l'amplitude, l'intensité de l'activité cérébrale. Maintenant, si on fait de l'EEG en imagerie, on a accès aux différentes zones et à la fréquence caractéristique. Comme l'EEG n'est pas aussi résolu que l'IRM fonctionnel, on a des choses qui sont moins précises au sens de la localisation, mais cette localisation est tout à fait cohérente avec les zones de Brodmann, c'est-à-dire les zones qui ont été définies à la fin du 19e, début du 20e, et par conséquent, on a déjà des informations d'une très grande qualité. C'était la première étude neurophysiologique de quelqu'un, Corinne, qui a été capable d'auto-induire, donc sans stimulation sensorielle externe, et en plus, pas bouger non plus. Alors les conclusions, c'est que la transe chamanique est un état de conscience qui est volontaire, qui peut être auto-induit, et dont, historiquement, le but est souvent la cohésion sociale, les processus de guérison, comme on a déjà parlé un peu. Et sur cette étude-là, l'état de conscience chamanique induit un déplacement de l'hémisphère gauche du lobe préfrontal antérieur vers le lobe somatosensoriel postérieur et l'hémisphère droit. Donc on retrouve les caractéristiques générales des états de conscience modifiés. Alors, est-ce que c'est une psychopathologie? La réponse a été donnée. À chaque fois, Corinne revient, elle n'a pas l'air d'être complètement loufoque, donc on considère que ce n'est pas pathologique. Voilà. Et par contre, il ne peut pas être réduit à un phénomène clinique, psychotique, dépressif, schizophrène ou dissociatif profond. La réponse est non. Dissociatif, oui, mais pas profond. Et par ailleurs, cette dominance généralisée de l'hémisphère droit, c'est aussi quelque chose où la partie qui est responsable de la conscience de lobe préfrontal antérieur, eh bien, lui cède la place à une partie du cerveau qui, elle, est plus ancienne, plus archaïque, qui est la partie somatosensorielle. Voilà. Ces choses-là sont cohérentes avec l'histoire de la construction des systèmes nerveux de l'humanité. Donc on ne peut pas aujourd'hui se dire on est devant des choses anormales, on est devant simplement des choses qui sont la construction logique d'une vision darwiniste, on pourrait dire les choses. Et donc on devrait pouvoir maintenant construire un modèle psychobiologique des états de transe, et c'est ça qu'on va essayer de proposer pour l'instant. Alors, on a résumé ici que c'est un phénomène de conscience amplifiée, il est abstrait de son contexte culturel et social, il permet l'auto-induction chez une quasi-totalité de la population, il génère de nombreux états de conscience amplifiés avec la même induction,
qui sont aussi bien des états chamaniques de méditation, de communication médiumnique, de trance avec possession, de trance extatique et des expériences de sortie du corps et bien d'autres, avec le même système d'induction. Voilà, alors comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là? Eh bien, on a un certain nombre de techniques aujourd'hui du point de vue d'analyse du cerveau, et ce que je vais simplement vous passer en revue, c'est quels sont, disons, les quelques phénomènes sur lesquels on peut vraiment construire une cohérence et construire un modèle de description des états de conscience modifiés. D'abord, l'ensemble de l'évolution des différentes espèces montre une étonnante continuité entre les états des cerveaux correspondants. Donc, continuité de pas l'identité, mais ça veut dire qu'il y a des composants dans les dernières étapes de la construction du cerveau qui contiennent en fait toutes les étapes précédentes. Donc, ne soyez pas étonnés si de temps en temps vous devenez une mouche. La mouche est dans le cerveau. Ensuite, il y a 2 millions d'années, il y a eu effectivement une évolution remarquable qui est la symétrisation du cerveau droit et du cerveau gauche. Et donc ce n'est pas un phénomène qui a été de tout temps présent. Il est apparu, et avec cette apparition, il y a eu des développements caractéristiques du cerveau, dont un est particulièrement important, c'est la structure en fait du cortex, qui a commencé à être étudié au début au milieu du 19e avec des techniques de coloration et microscopie, et qui aujourd'hui, sur l'image de droite, on l'obtient directement en imagerie, on appelle l'imagerie par tractographie, et ça nous permet de voir les 6 couches du cortex. Alors, quelles sont les choses intéressantes dans cette affaire-là? C'est que pendant très longtemps, encore aujourd'hui, on a un consensus pour dire que ce qui fait la différence entre les hommes, les humains et les autres espèces, c'est le volume du lobe frontal. Et aujourd'hui, avec les réponses de microanatomie, on peut vraiment changer le paradigme. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre les espèces humaines et les autres espèces, c'est la densification de la partie du cortex. C'est-à-dire que le nombre de synapses qui se forment dans le cortex, c'est lui qui se densifie, alors que les volumes de lobes frontaux ne sont pas si critiques. Dans les techniques d'IRM aujourd'hui, on a des choses qui sont magnifiques. J'en mentionnerai une, ça s'appelle la tractographie. Donc on mesure en fait on mesure l'eau, et cette distribution d'eau, évidemment, elle est le creux au milieu de ça, ce sont les neurones, parce qu'ils sont hydrophobes, donc il n'y a pas d'eau. Donc si on mesure l'eau, on creuse en fait les neurones. Et ça donne naissance à la tractographie. Et vous voyez qu'une des techniques qui est en train en ce moment d'expliquer énormément de choses, vous allez avoir tous les axones qui vont être mesurés, et ensuite vous allez pouvoir faire le complément de cette affaire-là, qui sont des zones du cerveau qui sont connectées entre elles. Et l'étape suivante, c'est de transformer chaque zone en un point, et ensuite vous allez avoir une cartographie de points, et cette cartographie de points, ben, ça sera la carte de votre GPS pour comprendre le cerveau. Voilà. On en est à peu près là, et donc on n'est pas très très loin du GPS. Maintenant, une des choses qui a aussi complètement bousculé ces dernières années l'évolution, le darwinisme, etc., c'est qu'avec quelques milligrammes d'os, vous pouvez avoir tout le séquençage génétique d'une espèce. Et donc on a reconstruit aujourd'hui l'évolution à partir des séquençages génétiques, et vous constatez que, en fait, sur l'ensemble des espèces, le nombre d'éléments de l'ADN varie très très peu. Donc quand Corinne devient un loup, il y a de fortes chances que les gènes du loup soient présents. Par contre, ce qui n'est pas écrit dans cette chose-là, c'est que autour de l'ADN, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, il y a des fonctions qui permettent d'activer ou de désactiver les gènes. Et très probablement, dans tous les processus qui sont les processus d'amplification de la conscience, on a une activation extrêmement efficace de l'épigénétique.
Donc si on n'est pas un loup, mais que pendant la transe, on active les gènes du loup, bah, on a un drôle de comportement. Voilà. Ensuite, l'activité synaptique, au moment où on construit le système nerveux, vers aux alentours de 2 ou 3 ans. Alors, en anglais, on ne dit pas régression synaptique, on dit synaptic pruning. Et qui est en fait simplement, les gens disent, il y a eu trop de synapses qui ont été faites pendant la naissance jusque-là, il faut en enlever. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très clair quand vous allez dans la littérature, les gens disent que les synapses sont détruites. Et moi, je regarde ça avec un œil un peu critique et je trouve que pratiquement toutes les méthodes de mesure qui sont là ne peuvent pas dire que c'est détruit. Elles disent simplement que les synapses ne marchent pas, ne connectent pas. Donc en fait, ce qui se passe très probablement, c'est que l'état de transe, c'est un état qui, jusque vers 2-3 ans, est l'état normal de fonctionnement d'un être humain. Un petit gamin qui est en train d'essayer de marcher, il transe tout le temps. Okay. Et par conséquent, l'inhibition que le lobe frontal fournit inhibe progressivement un certain nombre de circuits. Et si des années plus tard, on a un processus pour désinhiber, pour ne pas permettre cette inhibition, d'un seul coup, on retrouve les capacités qu'on avait déjà. Donc, ne croyez pas que c'est un travail qui est si difficile que ça. Vous revenez simplement dans l'enfance. Voilà. Donc, ça nous permet de définir les 2 choses qui vont probablement être aujourd'hui les axes essentiels des études et des recherches. Jusqu'à présent, on fait appel à la conscience ordinaire pour parler de la conscience, consciousness. Et ça, il faut avoir des stimuli qui soient suffisamment élevés, qui passent un certain seuil, pour qu'on puisse en fait les faire percevoir dans le système de conscience qui aujourd'hui est caractérisé par les temps caractéristiques. Une perception inconsciente, on est dans la gamme des 50 millisecondes. Une perception consciente, on est dans la gamme des 300 millisecondes. Voilà. Donc quand on en est là, on sait caractériser ces processus, est conscient ou inconscient. Maintenant, quand il s'agit de la conscience amplifiée, visiblement, on est capable de faire fonctionner 2 choses à la fois, en rentrant dans un état de dissociation qui est un état de dissociation faible. C'est-à-dire que vous êtes avec des perceptions qui sont des perceptions de type inconscient, mais elles sont cohérentes. Si vous vous comportez comme un loup, vous ne comportez pas avec la tête comme un chat et les pieds comme une grenouille. Non, c'est un loup. Donc c'est cohérent. L'ensemble des circuits est cohérent, même s'ils sont inconscients. Et pendant ce temps-là, les stimuli sont aperçus. On est exactement comme on voit un film en subliminal, il y a des images, là on est en subliminal. Simplement, la caractéristique, c'est que votre conscience ordinaire regarde ça de façon parfaitement étonnée. Mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Ça, c'est ce que Corinne a décrit. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Voilà. Et donc, c'est cette capacité à s'observer en état inconscient qui donne les états amplifiés. Et donc, on a la possibilité, quelque part, en travaillant, en faisant des choses, etc., de diminuer les inhibitions qui viennent de l'œuf frontal, la respiration holotropique, par exemple, mais pas seulement, l'écoute des sons, tels que Corinne propose, et d'un seul coup, ces inhibitions baissent, des choses se mettent en place, et la conscience est là en train de regarder, en disant c'est pas mal ce qui se passe. Voilà. Donc ces choses-là, est-ce qu'on peut aujourd'hui les caractériser, avoir des signatures de ces choses-là? La réponse est oui. Ce sont des choses qui vont avec ce qu'on est capable d'observer, ce que l'on est capable de nommer, les différentes zones du cerveau, et ensuite on va projeter ceci et cela dans une seule carte, et on va avoir en fait les connexions entre ces différents systèmes. Et ça a donné lieu, pas seulement dans l'équipe de Steven Lawrence, mais dans une quinzaine d'équipes qui ont travaillé
ensemble. Une fois que vous mettez les différents points que vous avez identifiés, qui sont différents circuits, vous les mettez là sur une matrice, la même chose ici. Vous aurez un point rouge s'ils sont connectés, un point vert s'ils ne sont pas connectés. Et par conséquent, à nouveau, on se redirige vers un GPS, mais vous allez voir que selon le type de connexion, vous allez avoir des cartographies qui sont complètement différentes. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Alors évidemment, il faut des appareils de plus en plus sensibles. Ça, c'est ce que nous, on développe au laboratoire à Leuven, en Belgique, et on développe des appareils où on peut augmenter la sensibilité par 100 000 fois, de façon à pouvoir faire ce type de mesure en quelques secondes. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Ça donne maintenant une avenue absolument fantastique pour les études par neurosciences, puisqu'on n'a plus affaire à des cas de figure d'individus exceptionnels dans des situations exceptionnelles. L'état de transe est un état banal auquel tout le monde peut accéder et qu'on peut observer sans avoir les conséquences de la radioactivité du PET scan, de ne pas bouger pour le leger, etc., etc. Donc on a maintenant la possibilité d'avoir des individus sains, toute la population qui peut être étudiée, pas besoin d'utiliser de drogue, une réversibilité complète de telle personne et une répétabilité illimitée des tests sur la même personne. Voilà, c'est un cours.